Avant de commencer, j'aimerais vous demander un petit service. Je fais de mon mieux pour atteindre les 1000 abonnés, un objectif qui compte énormément pour moi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Un simple clic, mais c'est une motivation immense pour me permettre de continuer à créer de nouvelles vidéos. Merci beaucoup pour votre soutien. Mon Dieu. Le général à 4 étoiles à la retraite recula sa chaise si brusquement que toutes les conversations dans la salle de bal cessèrent. Ses yeux étaient fixés sur la montre usée de la marine, à mon poignet. « Où avez-vous eu ça ?» demanda-t-il. Je jetai un coup d'œil autour de la pièce. Près de 200 personnes s'étaient tues. Des présidents de banque, des juges, des promoteurs immobiliers, des politiciens, les gens les plus riches de Charleston. Mon mari avait l'air agacé. Le général fit un pas de plus vers moi. « Madame, dit-il, la voix soudainement tremblante. Cette montre ? Où l'avez-vous eue » J'avalai. Elle appartenait à mon père. Quel était son nom ? J'hésita. Puis je répondis. Capitaine Michael Whittaker. La couleur quitta le visage du général. Pendant un instant, il parut avoir 20 ans de plus. Puis, il se leva d'un bond. La fille du capitaine Whittaker. La salle devint si silencieuse que j'entendais les verres se poser. Mon mari regardait le général comme s'il avait perdu la tête. Le général me regarda, puis Richard, puis moi à nouveau, et c'est là qu'il dit les mots qui changèrent tout. Mon Dieu. Il secoua lentement la tête. Il n'a aucune idée de qui vous êtes. Ce moment devint le sujet de conversation de Charleston pendant des mois. Mais pour comprendre pourquoi cela s'était produit, il faut comprendre qui j'étais avant cette nuit-là et qui mon mari croyait que j'étais. Je m'appelle Sarah Whittaker. J'ai 58 ans, je suis retraitée de la marine des États-Unis et pendant la majeure partie de ma vie, j'étais parfaitement à l'aise pour passer inaperçu. J'ai grandi dans des logements militaires, du genre avec des murs fins et des planchers qui grincent, du genre où chaque famille du quartier savait ce que signifiait un déploiement. Mon père a servi dans la marine pendant près de 3 décennies. Mon grand-père avait servi avant lui. Le service militaire n'était pas quelque chose d'extraordinaire dans notre famille. C'était simplement ce que faisaient les gens. Mon père disait quelque chose qui est resté avec moi toute ma vie. Le caractère. C'est ce qui reste quand personne ne regarde. Il y croyait. Il vivait selon ses principes. Il l'attendait de nous. Nous n'étions pas riches, loin de là. Ma mère coupait des coupons. Nous conduisions des voitures d'occasion. Les vacances signifiaient généralement rendre visite à des parents plutôt que d'aller dans des stations balnéaires. Mais je ne me suis jamais senti privé. Parce que dans notre foyer, le respect comptait plus que l'argent, le devoir comptait plus que la reconnaissance, et l'intégrité comptait plus que les apparences. Ces leçons m'ont finalement conduit à m'engager moi-même dans la marine. J'ai servi pendant plus de 25 ans, la plupart du temps, discrètement. Je n'étais pas une héroïne, je n'étais pas célèbre, j'ai simplement fait mon travail. Lorsque j'ai pris ma retraite en tant que capitaine de frégate, commandé, j'étais fier de ma carrière et reconnaissante envers les personnes avec qui j'avais servi. Quelques années plus tard, j'ai rencontré Richard. Au début, il semblait charmant, confiant, prospère. Il possédait une entreprise de développement immobilier florissante à Charleston. Il pouvait entrer dans n'importe quelle pièce et devenir immédiatement le centre de l'attention. Les gens l'aimaient bien. Les investisseurs lui faisaient confiance. Et après des années de vie militaire, j'ai trouvé sa confiance rafraîchissante. Nous nous sommes mariés quand j'avais 46 ans. Pendant un temps, les choses allaient bien. Ou du moins, je le croyais. En y repensant, je peux voir des signes que j'ai ignorés. De petites remarques, des rejets subtils, de minuscules moments qui semblaient inoffensifs à l'époque. Richard mesurait le succès différemment de moi. Pour lui, les réalisations avaient des étiquettes de prix. La taille de votre maison, la marque de votre voiture, le club auquel vous appartenez, les personnes qui vous rappellent. Je n'y ai pas beaucoup réfléchi au début. Chacun a des priorités différentes, mais au fil des années, ces différences sont devenues plus difficiles à ignorer, surtout en ce qui concerne ma famille. Richard ne les a jamais ouvertement insultés, pas au début. Il les a simplement ignorés. Chaque fois que les conversations se tournaient vers l'histoire familiale, il discutait volontiers d'entrepreneurs fortunés, de chefs d'entreprises locaux et de familles proéminentes de Charleston. Quand ma famille venait à l'ordre du jour, son intérêt s'évaporait. Un soir, des années plus tôt, il avait regardé un vieil album de photos.
des images de mon père, de mon grand-père, de cérémonies militaires, de navires, de déploiements, d'uniformes. Il a fermé l'album. Intéressant, dit-il. C'était tout. Intéressant. Comme si des décennies de service pouvaient être résumées en un seul mot. Je me souviens m'être senti déçu. Pas en colère, juste déçu. Pourtant, j'ai laissé passer. J'ai toujours laissé passer les choses. C'est peu être l'un de mes défauts. Mon père croyait que la dignité signifiait souvent rester silencieux. Parfois, c'est vrai. Parfois, ça ne l'est pas. Le gala de charité a eu lieu au début du printemps, l'un des plus grands événements de collecte de fonds annuels de Charleston. Tenue de soirée, robe de soirée, lustre en cristal, vin cher, le genre de soirée que Richard aimait. Il a passé des semaines à se préparer, à choisir des costumes, à rencontrer des donateurs, à planifier des conversations. J'ai assisté parce que j'étais sa femme, rien de plus. La salle de bal donnait sur le port. Alors que le soleil disparaissait derrière l'eau, la pièce s'est remplie de rires et de réseautage. Richard se déplaçait sans effort parmi les invités. Je le suivais poliment, serrant des mains, engageant la conversation, écoutant plus que je ne parlais. À un moment donné, nous avons rejoint une table remplie de chefs d'entreprise locaux, d'un banquier, d'un juge d'État, de plusieurs donateurs éminents. Une femme a souri chaleureusement. « Alors Sarah, parlez-nous de votre famille, une question simple, du genre que les gens posent tous les jours. » Avant que je puisse répondre, Richard a ri. Pas un rire cruel. Pas encore, juste un rire amusé. Oh, sa famille. Il a pris une gorgée de vin. Ce sont des militaires. La table a hoché la tête poliment. Richard a haussé les épaules. Une famille de personnes sans importance, vraiment. Plusieurs invités ont ricané maladroitement. Un homme a souri. Un autre avait l'air mal à l'aise. Personne ne l'a contredit. Personne ne savait quoi dire. Et pendant un instant, moi non plus. Les mots n'étaient pas forts. Ils n'étaient pas dramatiques. Mais ils ont frappé plus fort qu'ils ne le réalisaient. Une famille de personnes sans importance. J'ai pensé à mon grand-père traversant le Pacifique pendant la Seconde Guerre mondiale. J'ai pensé à mon père passant des mois en mer. J'ai pensé aux funérailles militaires, aux drapeaux pliés, aux sacrifices, aux longues absences, aux anniversaires manqués, aux années de service, une famille de personnes sans importance. J'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine. Pas de la colère, pas exactement, plutôt de la tristesse. Celle qui vient quand quelqu'un que vous aimez révèle une vérité sur lui-même. Une vérité que vous évitiez depuis des années. J'ai regardé mon poignet. La vieille montre de la marine de mon père reposait sous le revers de la manche de ma robe. Le métal était lissé par des décennies d'utilisation. Je la portais toujours lors d'occasions spéciales. Non pas parce qu'elle avait de la valeur, mais parce qu'elle me rappelait d'où je venais et qui je voulais être. J'aurais pu corriger Richard, j'aurais pu argumenter, j'aurais pu énumérer les réalisations, les grades, les récompenses, l'histoire. Au lieu de cela, je me suis souvenu de la voix de mon père. Ne cherche jamais la validation. Alors, je suis restée silencieuse. La conversation a continué. Les invités ont oublié la remarque, ou du moins, je le pensais. De l'autre côté de la salle de bal, un monsieur âgé avait arrêté de marcher. Il regardait fixement mon poignet. Son expression avait complètement changé. Au début, je ne l'ai pas reconnu. Puis, la réalisation m'a frappé. L'homme n'était pas juste un autre invité. C'était le général Thomas Bradley, l'un des chefs militaires les plus respectés de sa génération. Et il marchait droit vers moi, lentement, délibérément, sans quitter mon père de ses yeux. Plus il s'approchait, plus son expression devenait sérieuse. Et soudain, j'ai su que quelque chose d'extraordinaire allait se produire. Le général Thomas Bradley s'est arrêté près de notre table. La salle ne l'a pas remarqué tout de suite. La plupart des gens étaient occupés à parler, à siroter du vin ou à discuter d'affaires. Mais moi, je l'ai remarqué, et Richard aussi. Le général ne regardait personne d'autre. Ses yeux restaient fixés sur la vieille montre de la marine posée sur mon poignet. Pendant un instant, aucun de nous n'a parlé. Puis, il s'est éclairci la gorge. « Madame !» dit-il. Sa voix portait l'autorité calme d'un homme qui avait passé des décennies à commander des troupes. « Puis-je vous demander quelque chose ?» Je me suis levé poliment. « Bien sûr, général. » Il a doucement désigné la montre. « Où l'avez-vous eue ?» J'ai baissé les yeux. La montre avait l'air ordinaire. Le boîtier en acier inoxydable était rayé. Le bracelet en cuir avait été remplacé il y a des années. Rien en elle ne suggérait son importance. « Elle appartenait à mon père, dis-je.
L'expression du général se resserra. Votre père? Oui, monsieur. La table était devenue silencieuse. Les invités à proximité commençaient à prêter attention. Le général Bradley s'est rapproché. Quel était son nom? Quelque chose dans son ton a fait battre mon cœur plus vite. Je n'étais pas sûr pourquoi. Capitaine Michael Whittaker. Pendant une seconde, le général m'a simplement regardé. Puis, toute couleur sembla quitter son visage. Ses yeux s'écarquillèrent. La réaction fut si soudaine que plusieurs personnes la remarquèrent immédiatement. Même Richard avait l'air confus. Le général murmura quelque chose à voix basse. Puis il se redressa complètement. La fille du capitaine Whittaker. J'ai hoché la tête. Oui, monsieur. Ses mains tremblaient légèrement, pas à cause de l'âge, mais d'émotion. La pièce autour de nous devenait de plus en plus silencieuse. Les conversations s'évanouissaient. Les gens sentaient que quelque chose d'important se passait. Le général Bradley a pris une lente inspiration. Puis, à ma grande surprise, il a tendu la main. Pas négligemment, respectueusement, presque formellement. Je l'ai serré. Il m'a regardé droit dans les yeux. Je n'ai pas entendu ce nom prononcé depuis près de 20 ans. Je ne savais pas quoi dire. Mon père était parti depuis près de 10 ans. En dehors des cercles militaires, peu de gens se souvenaient de lui. Richard a jeté un coup d'œil entre nous. « Je suis désolé », a-t-il interrompu poliment. « Connaissez-vous le père de Sarah ?» Le général s'est tourné vers lui. L'expression de son visage a changé instantanément. Pas hostile, pas en colère, simplement étonné. « Le connaître ?» Il m'a regardé à nouveau. Puis, Richard. « Mon fils, certains hommes passent toute une vie à espérer posséder la moitié du courage qu'avait Michael Whittaker. » La table est tombée dans le silence. Absolument tout le monde écoutait maintenant. Richard a forcé un sourire. Je suis sûr qu'il était un officier formidable. Les sourcils du général se sont haussés. Un officier formidable. Il a presque ri. Non. Il a secoué la tête. Le capitaine Whittaker était bien plus que cela. Quelqu'un à proximité a tiré une chaise pour le général. Au lieu de s'asseoir, il est resté debout, comme si le souvenir lui-même exigeait du respect. Des invités des tables voisines avaient commencé à s'approcher. Personne ne voulait manquer l'histoire qui se déroulait. Le général Bradley m'a regardé. « Votre père, vous a-t-il déjà parlé de l'incident de l'Atlantique Nord ?» J'ai froncé les sourcils. « Non, monsieur. » Un léger sourire est apparu sur son visage. Bien sûr qu'il ne l'a pas fait. Cela ressemblait exactement à mon père. Il ne parlait jamais de ses réalisations. Jamais. Enfant, j'en apprenais souvent plus sur sa carrière auprès d'autres marins qu'auprès de lui. Le général a joint les mains. La plupart de cela est resté classifié pendant des années. Maintenant, les gens se rassemblaient ouvertement autour de nous. La salle de bal était devenue inhabituellement silencieuse. Même la musique semblait lointaine. Le général a continué. Il y a 40 ans, pendant la guerre froide, le navire de votre père a rencontré une crise dans l'Atlantique Nord. Il a fait une pause. Je ne peux pas discuter de tous les détails, même maintenant, mais je peux vous dire ceci. Sa voix s'est adoucie. Il y avait de jeunes marins à bord qui n'auraient pas dû survivre cette nuit-là. J'écoutais attentivement. Je n'avais jamais entendu cette histoire, pas une seule fois. Le général a regardé vers le port, visible à travers les fins rafles de la salle de bal, comme s'il voyait une autre époque. Les conditions étaient terribles. Des pannes d'équipement, des mers dangereuses, une chaîne d'événements que personne n'attendait. Il a reporté son regard sur moi. Votre père a refusé d'abandonner son peuple. J'ai senti un nœud se former dans ma gorge. Le général a continué. Il est resté là où le danger était le plus grand. La salle est restée complètement silencieuse. Il a personnellement dirigé les efforts de sauvetage pendant des heures. Quelqu'un à proximité a murmuré. « Mon Dieu !» Le général a hoché la tête. Plusieurs hommes lui ont plus tard crédité le sauvetage de leur vie. Je l'ai regardé. Pourquoi ne nous l'a-t-il jamais dit? Le général a souri tristement. Parce que les hommes comme votre père le font rarement. Cette réponse m'a semblé douloureusement familière. Mon père n'a jamais parlé de médailles, jamais discuté de reconnaissance. Chaque fois que quelqu'un le félicitait, il changeait de sujet. En grandissant, je pensais que toutes les familles militaires étaient comme ça. Ce n'est que plus tard que j'ai réalisé à quel point il était inhabituel. Richard s'est agité, mal à l'aise. Pour la première fois ce soir-là, il avait l'air incertain. La confiance qu'il portait normalement semblait s'estomper.
Le général l'a remarqué. Tout le monde l'a remarqué. Et puis est venu le moment qui a changé toute l'atmosphère de la pièce. Un riche donateur, debout à proximité, a posé une question. Si le capitaine Whittaker était si respecté, pourquoi n'en avons-nous jamais entendu parler? Le général sourit, parce qu'il a passé sa vie à fuir l'attention. Quelques personnes hochèrent la tête. Le donateur eut l'air surpris, mais il a certainement reçu des récompenses. Oh, il en a reçu. Le général eut un petit rire. Beaucoup. Puis il me regarda droit dans les yeux. J'imagine qu'il ne les a jamais exposés. Je riais malgré moi. Non, monsieur. Bien sûr que non. Le général secoua la tête. C'est exactement ce que j'attendais. La foule rit doucement. Pour la première fois de la soirée, je ressentis de la chaleur au lieu de l'embarras. Pas à cause de la tension, mais parce que quelqu'un comprenait mon père. Le comprenait vraiment. La voix du général se fit plus sérieuse. Savez-vous pourquoi les gens respectaient Michael Whittaker? Je secouai la tête. Il répondit immédiatement. Parce qu'il ne s'est jamais soucié de la reconnaissance. Ses yeux balayèrent la salle de bal. Sur les costumes chers, les robes de créateurs, les montres de luxe, les symboles du succès. Il se souciait des gens. Personne ne parlait. De niellement de J, le message flottait dans l'air. Je vis plusieurs vétérans présents hocher silencieusement la tête. Ils comprenaient, peu, être mieux que quiconque. Le général se tourna vers Richard. La salle sembla retenir son souffle. Puis, il posa une question simple. « Monsieur, depuis combien de temps êtes-vous marié ?» Richard cligna des yeux. « 12 ans. 12 ans. » Le général répéta le mot lentement. Puis, il parut sincèrement stupéfait. « 12 ans. Et vous n'avez jamais appris qui était son père. » Quelques personnes se tortillèrent maladroitement. Le visage de Richard se décomposa. Je savais qu'il avait servi dans la marine. Le général le fixa, puis moi. Finalement, il secoua la tête. C'est alors qu'il prononça les mots que tout le monde répéterait plus tard à travers Charleston. Des mots qui se propageraient dans les country clubs, les salles des vétérans et les tables de dîner pendant des mois. Mon Dieu, sa voix était à peine audible. Il n'a aucune idée de qui vous êtes. La salle se figea, personne ne bougea, personne ne parlait. Je sentis tous les regards se tourner vers moi. Pour la première fois de la soirée, Richard parut sincèrement secoué. Et, au plus profond de moi, je réalisais quelque chose d'important. Il ne s'agissait pas de la réputation de mon père. Il ne s'agissait pas des décorations militaires. Il ne s'agissait même pas de la montre. Il s'agissait de respect. Pendant 12 ans, mon mari n'avait jamais vraiment essayé de comprendre d'où je venais. Et maintenant, devant toute l'élite de la ville, cette vérité devenait impossible à ignorer. Alors que le général se préparait à raconter le reste de l'histoire, je vis dans les yeux de Richard quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. La peur. Pendant plusieurs secondes après que le général Bradley eut prononcé ces mots, personne dans la salle de bal ne dit rien. Le silence n'était pas inconfortable. Il était pensif. Le genre de silence qui s'installe dans une pièce lorsque les gens réalisent soudain qu'ils ont mal compris quelque chose d'important. Je jetai un coup d'œil à Richard. Son expression avait complètement changé. Le sourire confiant qu'il avait affiché toute la soirée avait disparu. Être pour la première fois depuis que je l'avais rencontré, il semblait incertain. Le général Bradley resta debout à mes côtés. Le vieux soldat semblait moins désireux d'impressionner qui que ce soit que de corriger un malentendu. Et ce malentendu ne concernait pas mon père. Il concernait ce qui donne un sens à la vie. Une femme debout près du devant brisa enfin le silence. « Quoi? Général Bradley ?» demanda-t-elle doucement. « Le capitaine Whittaker était-il vraiment aussi respecté ?» Le général sourit. Puis il donna une réponse que je n'oublierai jamais. Non, plusieurs personnes parurent confuses. Puis il continua. Il était plus respecté que la plupart des gens dans cette pièce ne peuvent l'imaginer. Quelques rires discrets parcoururent la foule. Pas des rires moqueurs, des rires nerveux. Le général se tourna vers moi. « Sarah, ton père serait probablement furieux contre moi en ce moment. Cela me fit rire. Tu as probablement raison. » La foule rit avec nous, car Michael détestait l'attention. Le général secoua la tête. Il la détestait absolument. Il regarda autour de la pièce. J'ai passé des années à essayer de le convaincre d'accepter la reconnaissance publique. Que s'est-il passé? Demanda quelqu'un. Il trouvait toujours une excuse pour l'éviter. Encore des rires. Le général me pointa du doigt. On dirait que sa fille a hérité de cette habitude.
Je souris. C'était vrai. Alors que la foule s'installait, le général Bradley commença à raconter des histoires. Pas des histoires secrètes, pas des scènes de films dramatiques, juste des moments qui révélaient le caractère. Le genre d'histoire que les militaires racontent sur ceux qu'ils admirent. Il y avait un jeune marin, dit le général. Il a commis une grave erreur lors d'un déploiement. Le général joignit les mains derrière son dos. Le genre d'erreur qui aurait pu mettre fin à une carrière. Plusieurs vétérans dans la pièce hochèrent la tête en signe de reconnaissance. L'armée peut être impitoyable. Le général continua. La plupart des officiers se seraient protégés. Il regarda vers moi. Ton père a protégé le marin à la place. Un homme à proximité fronça les sourcils. Il a pris le blâme. En quelque sorte, le général hocha la tête. Il a accepté la responsabilité parce qu'il croyait que les leaders sont propriétaires de leurs échecs avant de revendiquer leur succès. Je sentis ma gorge se serrer. Cela ressemblait exactement à mon père. Exactement. Le général sourit. Le jeune marin est resté dans la marine. Qu'est-il arrivé à ce marin ? Demanda une femme. Le sourire du général s'élargit. Il est finalement devenu amiral. La salle éclata de rire surpris. Vous plaisantez. Non. Le général eut un petit rire. Cet amiral raconte encore l'histoire. Je me suis retrouvé à regarder la montre de mon père. Pendant des années après sa mort, j'avais craint que les gens ne l'oublient. Non pas parce qu'il avait besoin de reconnaissance, mais parce qu'il avait compté. Maintenant, j'apprenais combien de vies il avait touchées discrètement. Une histoire en entraîna une autre, puis une autre. La salle de bal s'était transformée d'un gala de charité en quelque chose de plus proche d'une réunion. Des vétérans s'approchèrent, des officiers à la retraite, d'anciens militaires, des gens que je n'avais jamais rencontrés. Plusieurs reconnurent immédiatement le nom de mon père. Un ancien marine me serra la main. J'ai servi aux côtés de votre père une fois. Ses yeux brillaient. Le meilleur officier que j'ai jamais rencontré. Un chef de la marine, à la retraite, hocha la tête. Moi aussi. Un autre vétéran sourit. Votre grand-père n'était pas mal non plus. Cela me surprit. Vous connaissiez mon grand-père. Tout le monde connaissait votre grand-père. L'homme rit. Je ne pouvais m'empêcher de sourire. Mon grand-père avait servi pendant la Seconde Guerre mondiale. En grandissant, il parlait rarement du combat. La plupart de ses histoires concernaient des camarades marins, des farces ou des leçons de vie. Ce n'est qu'après sa mort que nous avons découvert l'étendue de son dossier militaire, les médailles, les commendations, les citations. Même alors, ma famille gardait la plupart des choses privées. C'est simplement comme ça que nous avons été élevés. Au fur et à mesure que les conversations se poursuivaient, les souvenirs commencèrent à affluer. Je me suis retrouvé à dériver dans mon enfance. De retour dans une petite maison de la marine, à Norfolk. De retour aux soirées, autour de la table de la cuisine. De retour aux leçons que je n'avais pas pleinement appréciées avant l'âge adulte. Mon père ne prêchait jamais. Il enseignait par l'exemple. Tous les samedis matins, il faisait du bénévolat quelque part. Parfois dans des groupes de vétérans, parfois pour des projets communautaires, parfois pour aider des voisins. Quand j'étais jeune, je pensais que tout le monde faisait ces choses. Plus tard, j'ai réalisé que beaucoup de gens ne le faisaient pas. Un après-midi d'été, je lui ai demandé pourquoi il passait autant de temps à aider des inconnus. Sa réponse m'est restée. Parce qu'un jour, tu auras aussi besoin d'aide. C'était tout. Pas de discours, pas de sermon, juste une sagesse simple, le genre qui devient plus significatif avec l'âge. Pendant ce temps, Richard est resté inhabituellement silencieux. Je pouvais presque voir les rouages tourner dans son esprit. Pendant des années, il a jugé ma famille selon des normes qui avaient du sens dans son monde. Valeurs nettes, influence, connexion, statut. Maintenant, ces mesures semblaient soudainement inadéquates. Les gens ne se rassemblaient pas autour de moi parce que ma famille avait été riche. Ils n'étaient pas impressionnés par le succès commercial. Ils réagissaient à quelque chose de plus profond. Le caractère, le service, l'héritage, les valeurs, des choses que l'argent ne pouvait acheter. Et Richard commençait à s'en rendre compte. Finalement, un riche homme d'affaires s'approcha de notre groupe. Je l'avais déjà vu lors d'événements caritatifs précédents, le genre d'homme dont le nom apparaissait régulièrement dans les journaux locaux. Il me regarda avec une expression réfléchie. « Puis-je vous demander quelque chose ?»« Bien sûr. » Il fit un geste vers la foule grandissante. « Pourquoi n'avez-vous jamais parlé de tout cela aux gens ?» La question sembla fasciner tout le monde. Plusieurs personnes se penchèrent pour écouter. J'ai réfléchi attentivement avant de répondre. Puis, j'ai souri.
Parce que mon père m'a appris que le service n'est pas quelque chose dont on se vante. La pièce redevint silencieuse. Pas parce que ma réponse était profonde. Parce qu'elle était simple et que parfois, les vérités simples frappent le plus fort. L'homme d'affaires hocha lentement la tête. Je pense que c'est quelque chose que nous avons oublié. Plusieurs personnes murmurèrent en signe d'accord. Même Richard. Quelques minutes plus tard, le général Bradley s'approcha de nouveau de moi. Son expression s'était faite plus réfléchie, presque émue. Il y a autre chose que vous devriez savoir. Qu'est-ce que c'est? Il regarda autour de la pièce, puis baissa légèrement la voix. Votre père et votre grand-père n'ont pas seulement servi. Je fronce les sourcils. Que voulez-vous dire? Le général sourit. Vous êtes-vous déjà demandé d'où venait le fonds de bourse Whittaker? Je clignai des yeux. Bien sûr, je connaissais le fonds de bourse. Il fournissait une aide financière aux veuves et aux enfants militaires. Ma famille l'avait soutenu pendant des années, mais j'avais toujours supposé qu'il avait été créé par une organisation plus importante. Le général secoua la tête. C'est votre grand-père qui l'a créé. Mes yeux s'écarquillèrent. Quoi? Votre père l'a élargi. Je le regardais fixement. Personne ne me l'a jamais dit. Il ne voulait pas de crédit. La réponse vint immédiatement. Bien sûr que non. C'est exactement ce que ma famille aurait fait. Le général sourit tristement. 3 générations de votre famille ont consacré leur vie à aider les gens sans demander de reconnaissance. Il jeta un coup d'œil à Richard, puis de nouveau à moi. C'est rare de nos jours. Pour la première fois de la soirée, je vis une honte sincère apparaître sur le visage de mon mari. Pas de l'embarras, pas de l'inconfort, quelque chose de plus profond. La réalisation douloureuse qu'il avait passé des années à mal comprendre les gens qui avaient façonné la femme qu'il avait épousée. Et en regardant dans ses yeux, je commençais à me demander si notre mariage avait été construit sur quelque chose qui manquait dès le début, le respect. Cette question m'a suivi le reste de la soirée et avant la fin de la nuit. Il serait impossible de l'ignorer. Le gala s'est terminé peu avant minuit. À ce moment-là, l'histoire s'était répandue dans presque tous les coins de la salle de bal. Les gens qui m'avaient à peine remarqué au début de la soirée s'arrêtaient pour me serrer la main en partant. Des vétérans me remercièrent pour le service de ma famille. Plusieurs personnes partagèrent des histoires sur leurs parents, frères et sœurs ou enfants qui avaient servi dans l'armée. Une femme me serra inopinément dans ses bras. « Mon mari était dans la marine », dit-elle doucement. « Il est décédé il y a 3 ans. » Je lui serrai la main. Pas besoin de longs discours. Certaines expériences ne nécessitent pas d'explication. Nous nous comprenons simplement. Le trajet de retour fut inhabituellement calme. Richard conduisait. Je regardais par la fenêtre du passager. Les rues historiques de Charleston étaient presque désertes. Les lampadaires se reflétaient sur les vieux bâtiments de briques. La brise du port soufflait doucement à travers les palmiers. Normalement, Richard aimait discuter des événements sociaux après leur fin. Qui a assisté? Qui a fait un don? Qui a établi des liens importants ce soir? Il dit presque rien. Moi non plus. Le silence s'étira pendant près de 20 minutes. Finalement, il prit la parole. Je n'en avais aucune idée. Sa voix semblait plus petite que d'habitude. Je continuais de regarder par la fenêtre. Non, tu aurais dû me le dire. Je me tournais vers lui. Pendant un instant, je le regardais simplement. Puis, je posais la question qui était dans mon cœur depuis des années. Est-ce que ça aurait eu de l'importance? Richard ne répondit pas immédiatement, et ce silence me dit tout. Le lendemain matin, je me réveillais tôt. Les vieilles habitudes de la marine meurent difficilement. Café à 6 heures, journal local. Réflexion tranquille, avant que le monde ne commence à bouger. Richard était déjà réveillé. Cela me surprit. Normalement, il dormait plus tard le week-end. Au lieu de cela, il était assis à la table de la cuisine, fixant une tasse de café. Son expression semblait troublée, pas fatiguée, troublée. Je me versai une tasse et m'assis en face de lui. Aucun de nous ne parla. Finalement, il soupira. Je me suis mis dans une situation embarrassante. Je hochai la tête. Oui. Il baissa les yeux. Je ne voulais pas dire ça comme ça. J'y réfléchis, puis je répondis honnêtement. Richard, c'était exactement ce que tu avais voulu dire. Ses yeux se levèrent. Je continuai. Tu ne t'attendais tout simplement pas à ce que quelqu'un remette cela en question. La vérité flottait entre nous, ni agréable ni cruelle, simplement vraie. Au cours des jours suivants, quelque chose d'inhabituel se produisit. Les gens commencèrent à parler. Charleston est une belle ville. C'est aussi une petite ville à bien des égards. Les nouvelles voyagent vite,
surtout au sein des cercles sociaux. Lundi après-midi, Richard avait reçu plusieurs appels téléphoniques. Certains étaient de soutien, d'autres non. Un juge à la retraite qui avait assisté au gala l'appela directement. Un vieil associé d'affaires fit une remarque pointue pendant le déjeuner. Plusieurs vétérans impliqués dans des œuvres de bienfaisance locale exprimèrent leur déception. Personne ne l'attaqua. Personne ne l'humilia publiquement. Ce n'était pas la culture des gens impliqués. Au lieu de cela, ils firent quelque chose de bien plus inconfortable. Ils le tinrent pour responsable, calmement, respectueusement, fermement. Et Richard n'était pas habitué à cela. Une semaine plus tard, j'entendis par hasard une partie d'une conversation téléphonique dans son bureau. La porte n'était pas complètement fermée. Je n'espionnais pas. Sa voix portait simplement dans le couloir. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» il reconsidère. Pause. Non, c'est ridicule. Longue pause. Ah. J'entendis de la frustration monter dans sa voix. À cause d'un seul commentaire, une autre pause, puis le silence. Quelques instants plus tard, il mit fin à l'appel. Quand il sortit, il avait l'air en colère. Pas contre moi. Contre la situation. « Que s'est-il passé ?» demandai-je. Il se frotta le front. Rien. J'attendis. Finalement, il soupira. Une organisation de vétérans a retiré son soutien à l'un de nos projets. Je hochai lentement la tête. Je vois. Ils ont dit que mes commentaires soulevaient des inquiétudes quant au leadership. Je le regardai attentivement. Et qu'en penses-tu ? Sa mâchoire se serra. Pendant plusieurs secondes, il ne dit rien. Puis il s'éloigna. Heureux. Au fil des semaines, les conséquences continuèrent. Rien de spectaculaire. Pas de scandale public, pas de carrière ruinée. Ce n'était pas ce genre d'histoire. Au lieu de cela, Richard expérimenta quelque chose d'inconnu. Les gens commencèrent à le voir différemment. Pas à cause d'une erreur, mais à cause de ce que l'erreur révélait. Le caractère compte, surtout pour les Américains plus âgés, surtout pour les vétérans, surtout pour les gens qui ont passé leur vie à valoriser le service avant le statut. Richard découvrait cette leçon de première main, et il la détestait au début. Un soir, environ 3 semaines après le gala, nous assistâmes à une réunion du conseil d'administration d'une œuvre de bienfaisance. Plusieurs personnes m'accueillirent chaleureusement. Un colonel à la retraite me serra la main. Un autre bénévole s'enquit de mon père. Les interactions étaient amicales, naturelles, rien d'excessif. Pourtant, je remarquai quelque chose. Richard le remarqua aussi. Le respect que les gens me témoignaient n'avait rien à voir avec la richesse, rien à voir avec le statut social, rien à voir avec l'influence. Il venait des valeurs, du service, de la réputation. Et pour la première fois être de sa vie, Richard réalisa que ces choses ne pouvaient pas être achetées. Ce soir-là, après notre retour à la maison, la conversation que nous avions tous deux évitée eut enfin lieu. Nous nous assîmes sur le porche arrière donnant sur notre jardin. L'air printanier était frais. Les grillons chantaient au loin. Pendant longtemps, aucun de nous ne parla. Puis je brisai le silence. « Pourquoi l'as-tu dit » Richard fixa l'obscurité. « Quoi ? Tu sais quoi ?» Ses épaules s'affaissèrent. Pour une fois, il ne fit pas semblant. Ne dévia pas. Ne plaisanta pas. Parce que j'y croyais. 2. L'honnêteté me surprit. Je l'appréciais quand même, continua-t-il. J'ai grandi en pensant que le succès signifiait l'argent. Sa voix sonnait fatiguée. Mon père travaillait 3 emplois. J'écoutais tranquillement. Nous étions toujours à une urgence d'une catastrophe. Ses yeux restaient fixés sur le jardin. Quand les gens ont de l'argent, ils sont en sécurité. Je hochai la tête. Je comprends. Non. Il secoua la tête. Tu comprends mieux que moi. Cette déclaration portait plus de vérité qu'il ne le réalisait. Les familles militaires comprennent l'incertitude. Déploiement, transfert, risque, perte, rien n'est garanti. Richard prit une profonde inspiration. J'ai passé toute ma vie à courir après la sécurité. Il rit amèrement. Quelque part en cours de route, j'ai commencé à confondre argent et valeur. Le mot s'installa lourdement entre nous. J'y réfléchis. Puis je demandai doucement. Et ma famille ? Son visage se contracta. Je les ai jugés. Pourquoi ? Parce qu'ils ne correspondaient pas au monde que je comprenais. Pour la première fois, je vis une vulnérabilité authentique. Pas de l'embarras, pas de l'orgueil. De la vulnérabilité. Le genre qui apparaît quand quelqu'un arrête de se défendre. Je levai les yeux vers les étoiles au-dessus de notre jardin, puis le regardai à nouveau. Mon père passa des mois loin de la maison. Richard hocha la tête. Je sais.
Il manqua des anniversaires. Un autre signe de tête. Des anniversaires? Oui. Des fêtes? Ses yeux baissèrent. Je continuai. Et il le referait tout. Le porche tomba dans le silence. Finalement, je prononçai les mots qui montaient en moi depuis le gala. Tu n'as pas insulté mon père. Richard leva les yeux. Il n'est plus là. Je sentis l'émotion me serrer la poitrine. Tu as insulté toutes les familles qui ont sacrifié aux côtés de lui. Les mots tombèrent lourdement. Je pouvais le voir. Pendant plusieurs secondes, Richard resta immobile. Puis ses yeux se remplirent de larmes. Pas des larmes spectaculaires, pas des larmes de cinéma. Le genre que les personnes âgées reconnaissent. Vacetta bleumet, intraxantelleux, animal bleumet, demi-demé. Le genre qui vient du regret, le vrai regret. Quand il parla enfin, sa voix monta à peine au-dessus d'un murmure. Je ne sais pas comment réparer ça. Je le regardais attentivement. Et pour la première fois depuis des semaines, je répondis honnêtement. Je ne sais pas non plus. L'aveu fit mal, parce qu'il était vrai. 12 ans de mariage ne se démêlent pas du jour au lendemain. La confiance non plus. Le respect non plus. Les deux se construisent lentement, et les deux peuvent être endommagés lentement aussi. Richard baissa la tête. Pour la première fois depuis que je le connaissais, il avait l'air vraiment effrayé. Pas effrayé de perdre des affaires, pas effrayé de l'embarras public, effrayé de me perdre. Et alors que j'étais assis là sous le ciel nocturne de Charleston, j'admis silencieusement quelque chose à moi-même. Pour la première fois de notre mariage, je n'étais pas sûr si rester était le bon choix. Pendant près de 2 semaines après notre conversation sur le porche, Richard changea. Pas soudainement, pas spectaculairement. Il n'y eut pas de grands discours, pas de promesses désespérées, pas de tentatives dramatiques pour sauver notre mariage. À mon âge, j'ai appris à être prudente avec les mots. Les mots sont faciles, le changement est difficile, et le vrai changement prend du temps. Ce qui attira mon attention, ce n'était pas ce que Richard disait. C'était ce qu'il commençait à faire. Un samedi matin, je descendis, m'attendant à le trouver, regardant les nouvelles financières. Au lieu de cela, il était assis à la table de la cuisine en train de lire quelque chose. Plusieurs feuilles de papier étaient étalées devant lui. De vieux documents, des copies de dossiers militaires, des photographies, des lettres. Je les reconnus immédiatement. Elles avaient appartenu à mon père. Richard leva les yeux. Pendant un instant, aucun de nous ne parla. Puis il demanda doucement, « Ton père a-t-il vraiment écrit toutes ces lettres pendant les déploiements ?» Je hochai la tête. Chaque semaine, il baissa à nouveau les yeux. Les pages semblaient fragiles dans ses grandes mains. Je n'en avais aucune idée. Il y avait encore cette phrase. Je n'en avais aucune idée. Pendant des années, ces mots m'auraient peu être irrité. Maintenant, ils sonnaient différemment. Maintenant, ils sonnaient comme le début de la compréhension. Au cours des semaines suivantes, Richard continua à poser des questions. Des questions qu'il aurait dû poser des années plus tôt. Des questions que la plupart des maris posent quand ils veulent vraiment connaître leur femme. Comment était le déploiement? À quelle fréquence mon père rentrait-il à la maison? Comment ma mère gérait-elle les absences? Comment était-ce de grandir dans un logement militaire? Pourquoi avais-je choisi la marine? Que signifiait le service pour moi? Au début, je répondis prudemment. Une partie de moi se demandait si c'était temporaire, si la culpabilité motivait sa curiosité. Mais les questions continuaient d'affluer et elles semblaient sincères. Un soir, il me surprit. J'ai appelé le général Bradley. J'ai failli laisser tomber ma tasse de café. Tu as fait quoi? Richard sourit maladroitement. Il m'a invité à déjeuner. Je le regardais fixement. Le même général qui l'avait involontairement exposé devant l'élite de Charleston. Pourquoi? Richard rit doucement. Parce que je lui ai dit que j'avais besoin d'une éducation. Pour la première fois depuis des semaines, je me surpris à sourire. Le déjeuner dura 3 heures, puis une autre réunion, puis une autre. Le général Bradley devint une sorte de mentor inattendu. Pas parce que Richard voulait des contacts militaires, mais parce qu'il voulait une perspective. Un après-midi, après notre retour à la maison, Richard s'assit à côté de moi sur le canapé. L'expression sur son visage était réfléchie. « Sais-tu ce que le général m'a dit aujourd'hui ?»« Quoi ?» Richard secoua lentement la tête. Il a dit « Ton père ne s'est jamais soucié de savoir qui recevait le crédit. » Je souris. « C'est vrai. » Il a dit « La plupart des gens passent leur vie à essayer d'être importants. » Je hochai la tête. Et les gens qui comptent vraiment parlent rarement d'eux-mêmes. La pièce devint silencieuse. Richard regarda par la fenêtre. J'ai passé toute ma vie à faire le contraire. Il n'y avait pas d'apitoiement sur soi dans sa voix,
juste de l'honnêteté. Et l'honnêteté est là où commence la croissance. Un mois plus tard, Richard me posa une question à laquelle je ne m'attendais pas. « M'emmènerais-tu quelque part ?»« Où ?» Il hésita, puis répondit doucement. « À Arlington. » Pendant plusieurs secondes, je le regardais simplement. Mon père n'y était pas enterré. Mais beaucoup de ceux avec qui il avait servi y étaient. Beaucoup de membres de notre famille militaire étendue y reposaient. Le cimetière national d'Arlington est un lieu sacré pour quiconque a porté l'uniforme. Je l'avais visité plusieurs fois. Richard, jamais. 2 semaines plus tard, nous nous envolâmes pour Washington. La matinée était fraîche et couverte. Le cimetière s'étendait devant nous en rangées parfaites de pierres tombales blanches, ordonnées, silencieuses, sans fin. Peu importe combien de fois vous visitez Arlington, cela vous touche. L'endroit vous humilie. Vous rappelle combien de personnes ont porté des fardeaux que la plupart des Américains ne voient jamais. Richard marchait silencieusement à mes côtés. Pendant près d'1 heure, il parla à peine. Nous passâmes devant des familles rendant visite à leurs proches, des vétérans se tenant silencieusement, des enfants posant des questions, des drapeaux flottant doucement dans la brise. Finalement, Richard s'arrêta. Il regarda à travers des centaines de marqueurs blancs, ses yeux remplis d'émotion. Je n'ai jamais rien vu de tel. Je hochai la tête. La plupart des gens ne l'ont pas vu. Il avala difficilement. Tant de... Oui, tant de sacrifices. Je ne répondis pas. Je n'avais pas besoin de le faire. L'endroit lui-même fournissait la leçon. Plus tard dans l'après-midi, nous nous assîmes sur un banc surplombant une partie du cimetière. Aucun de nous ne parla pendant plusieurs minutes. Puis, Richard me surprit à nouveau. « Je dois des excuses à ton père. » Je me tournai vers lui. Il n'est pas là. Je sais. Sa voix trembla légèrement, mais je lui dois quand même. J'attendis. Richard baissa les yeux sur ses mains. « Quand j'ai moqué ta famille, je pensais juger le statut social. » Il rit tristement. Ce n'était pas le cas. « Qu'est-ce que tu jugeais ?» Il me regarda. « Les valeurs qui faisaient de toi ce que tu es. » Ma gorge se serra, parce que c'était exactement la vérité. Pas seulement à propos de mon père, à propos de tous. Ma mère, mon grand-père, les générations avant eux, les valeurs qui m'ont façonné, le devoir, l'humilité, le service, la responsabilité, le sacrifice, des choses qui n'apparaissent pas sur les relevés bancaires, mais qui comptent d'une manière ou d'une autre plus que l'argent jamais ne le pourrait. Ce soir-là, de retour à l'hôtel, Richard resta silencieux pendant un long moment. Finalement, il parla. « Puis-je te demander quelque chose ?»« Bien sûr. » Il hésita, puis posa la question la plus importante. « Penses-tu que ton père me pardonnerait ?» Je le regardais. Non pas parce que la question me surprenait, parce que je connaissais déjà la réponse. Je pensais à mon père, aux innombrables marins qu'il avait mentorés, aux erreurs qu'il avait pardonnées, à la grâce qu'il avait accordée, à la patience qu'il avait montrée. Puis, je souris doucement. « Oui. » Richard parut soulagé. Mais les mots l'arrêtèrent, je continuai. « Il s'attendrait à ce que tu apprennes de ça. » Richard hocha immédiatement la tête. Je l'ai fait, je le crus. Pas parce qu'il l'avait dit, mais parce que je l'avais vu arriver jour après jour, conversation après conversation, choix après choix. Quand nous sommes retournés à Charleston, quelque chose de subtil avait changé. La tension entre nous n'avait pas complètement disparu. La confiance ne se reconstruit pas du jour au lendemain, le respect non plus. Mais pour la première fois depuis longtemps, nous allions dans la bonne direction. Pas en arrière, en avant, ensemble. Et en regardant la vieille montre de la marine à mon poignet un soir, je réalisais quelque chose d'important. La plus grande revanche n'avait jamais été l'humiliation publique. Ce n'était pas de voir Richard embarrassé. Ce n'était pas de le voir critiquer. La véritable revanche était quelque chose de beaucoup plus discret. Voir quelqu'un enfin comprendre la valeur de ce qu'il avait autrefois rejeté. Voir l'ignorance se transformer en sagesse. Voir l'orgueil se muer en humilité. Voir un homme devenir meilleur qu'il n'était auparavant. Et pour la première fois depuis le gala, je commençais à me demander si notre histoire n'aurait pas encore une fin pleine d'espoir. 1 an plus tard, je me retrouvais debout dans la même salle de bal où tout avait commencé. Les mêmes lustres de cristal, la même vue sur le port, le même gala de charité annuel, même le même quatuor à cordes jouait doucement près de la scène. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, la pièce semblait complètement différente. Ou peu, était-ce moi qui avais changé? Peu, être les deux.
J'ajustai la manche de ma robe de soirée et jetai un coup d'œil à la vieille montre marine à mon poignet. La montre de mon père. La montre qui avait discrètement porté son héritage dans cette salle de bal 1 an plus tôt. La montre qui avait révélé des vérités que ni Richard, ni moi n'étions préparés à affronter. 1 an, 12 courts mois, et pourtant cela semblait beaucoup plus long, car la croissance a le don d'étirer le temps. Richard s'approcha, portant 2 verres d'eau pétillante. Il m'en tendit un. Son sourire était détendu, naturel, pas le sourire soigneusement poli qu'il avait l'habitude de porter lors des événements sociaux. Un sourire sincère. « Prête ?» demanda-t-il. Je hochai la tête. Aussi prête que je le serai jamais, il gloussa. C'est généralement ta réponse. Parce que c'est généralement vrai. Nous partagions un rire. Un moment simple. Le genre que les couples mariés négligent souvent. Pourtant, après l'année écoulée, j'appréciais ces moments plus que jamais. Richard avait changé. Pas parfaitement. Personne ne change parfaitement. À 62 ans, il aimait toujours les affaires, appréciait toujours les projets ambitieux, appréciait toujours le succès. Mais le succès ne définissait plus sa vision du monde entier. Le changement n'était pas spectaculaire. Il était visible dans les petits choix, le genre le plus significatif. Il avait commencé à faire du bénévolat auprès d'organisations d'anciens combattants, discrètement, sans publicité, sans poster de photos, sans l'annoncer à qui que ce soit. Il se présentait simplement semaine après semaine, mois après mois, aidant où il le pouvait, apprenant où il ne pouvait pas, écoutant plus qu'il ne parlait. La première fois que je l'ai vu décharger des fournitures dans un programme de logement pour anciens combattants, j'ai failli pleurer, non pas parce qu'il faisait du bénévolat, mais parce que personne ne le lui avait demandé. Plusieurs mois plus tôt, le général Bradley nous avait invités à déjeuner. Nous étions tous les 3 assis ensemble, contemplant le port de Charleston. La conversation dériva de l'histoire militaire au vieillissement familial et au but de la vie. À un moment donné, le général se pencha en arrière et sourit à Richard. « Vous avez fait un long chemin, » Richard rit. « J'ai eu un bon professeur. » Le général pointa du doigt vers moi. « Non. » Puis il pointa du doigt la montre. « Votre professeur portait cette montre bien avant que nous ne la rencontrions tous les deux. » Nous sommes restés assis en silence pendant un moment. Puis le général Bradley ajouta quelque chose que je n'oublierai jamais. Les plus grands leaders ne laissent pas derrière eux de la richesse. Il fit une pause. Ils laissent des valeurs. Même maintenant, ces mots résonnent dans mon esprit parce qu'ils sont vrais. Alors que le gala continuait, les invités se déplaçaient dans la salle de bal. Certains me reconnurent, d'autres non. Cela me convenait parfaitement. Je n'ai jamais eu besoin d'attention. Mon père non plus. De l'autre côté de la pièce, j'ai remarqué plusieurs anciens combattants rassemblés près d'une exposition en l'honneur des militaires locaux. Richard parlait avec eux. Pas en tant qu'homme d'affaires, pas en tant que donateur, simplement en tant qu'autre être humain, écoutant, apprenant, respectant. Il y a 1 an, je n'aurais jamais imaginé cette scène. Pourtant, elle était là, réelle, tranquille, significative. Plus tard dans la soirée, l'organisateur de l'événement monta sur scène. Après avoir souhaité la bienvenue aux invités, elle invita plusieurs dirigeants communautaires à se lever pour être reconnus. Le nom de Richard figurait parmi eux. Il eut l'air surpris, sincèrement surpris. Alors que des applaudissements polis remplissaient la salle, il se leva à contre-cœur. Puis, quelque chose se produisit qui me toucha profondément. L'organisatrice demanda à chaque personne honorée de se présenter brièvement. Un par un, ils parlèrent d'entreprise, d'organisation et d'accomplissement. Finalement, ce fut le tour de Richard. Il s'approcha du microphone. La salle de bal devint silencieuse. Je l'observais attentivement, curieuse de savoir ce qu'il dirait. Il y a 1 an, il aurait énuméré des réalisations, des projets, des investissements, des succès professionnels. Au lieu de cela, il sourit et me regarda. Puis il dit « Je m'appelle Richard Collins ». Une brève pause suivit. « Je suis heureuse d'être mariée à une femme extraordinaire. » Je sentis mon visage s'échauffer. La salle rit doucement. Richard continua. « Elle vient d'une famille qui a passé des générations au service des autres. » Sa voix devint plus ferme. « Une famille qui m'a enseigné une leçon importante. » La salle de bal resta silencieuse, écoutant. La vraie grandeur ne se mesure pas à l'argent. Il jeta un coup d'œil vers moi. Elle se mesure au caractère. Je sentis des larmes se former. Pas à cause du public, pas à cause des applaudissements, mais parce que je savais combien ces mots lui avaient été difficiles à gagner.
Il ne répétait pas quelque chose qu'il avait entendu. Il y croyait. Cela faisait toute la différence. Après la fin de l'événement, nous sommes sortis sur la terrasse du port. L'air nocturne était frais. Des bateaux se déplaçaient lentement sur l'eau sombre. Les lumières de la ville scintillaient au loin. Pendant plusieurs minutes, nous sommes restés debout ensemble. Pas de discours, pas de déclaration dramatique, juste de la paix. Finalement, Richard parla. « Tu sais quelque chose ? » ?»« Quoi ? » ?»« J'avais l'habitude de penser que ton père était la personne la plus impressionnante de cette histoire. » Je souris. « Il l'est probablement. » Richard secoua la tête. « Non. » Je le regardais. Il me serra la main. « C'est toi. » L'émotion me noua la gorge. « Pourquoi ?» Sa réponse vint immédiatement. « Parce que tu aurais pu m'humilier. » Je ris doucement. « Tu t'en es chargé toi-même. » Il rit aussi. Puis son expression devint sérieuse. « Tu aurais pu t'en aller. » Je ne répondis pas, parce qu'il avait raison. Il y avait eu des moments où partir semblait plus facile. Des moments où la colère semblait justifiée. Des moments où l'amertume aurait été compréhensible. Pourtant, mon père m'avait appris quelque chose d'important. Les gens sont plus que leurs pires moments. Parfois, ils méritent l'opportunité de devenir meilleurs. Pas toujours, mais parfois. Richard avait mérité cette opportunité. Et heureusement, il l'avait bien utilisée. Alors que nous nous tenions là, contemplant le port de Charleston, je pensais à mon père, à mon grand-père, à ma mère, aux générations qui m'avaient façonné. Aucun d'eux n'avait été riche. Aucun d'eux n'avait cherché la reconnaissance. Pourtant, leur influence restait vivante. Pas à travers des monuments, pas à travers des gros titres, mais à travers des valeurs. Des valeurs transmises d'une vie à une autre, d'un membre de la famille à un autre, d'une génération à la suivante. C'est ainsi que survivent les héritages, pas dans les comptes bancaires, mais dans les gens. Je regardais la montre de mon père. Les aiguilles continuaient de tourner régulièrement. Tic, tac, tic. Le temps passait, comme il l'avait toujours fait. Pour la première fois depuis sa mort, je ressentis quelque chose qui s'approchait de la paix. Pas parce que les gens savaient enfin qui il était. Ils ne s'en seraient jamais souciés. Parce que les leçons qu'il avait passé toute sa vie à enseigner étaient toujours vivantes, toujours à l'œuvre, toujours en train de changer des vies. Même celle de Richard. Surtout celle de Richard. Et être-ce le plus grand héritage que chacun de nous puisse espérer laisser. Si cette histoire vous a rappelé quelqu'un qui a discrètement servi, sacrifié ou façonné votre vie sans demander de reconnaissance, prenez un moment pour penser à lui aujourd'hui. Et si vous avez déjà appris une leçon importante de quelqu'un que vous aviez autrefois mal compris, j'aimerais beaucoup que vous partagiez cette expérience. Des histoires comme celle-ci nous aident à nous souvenir de ce qui compte vraiment. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Prenez soin de vous. Prenez soin les uns des autres. Et ne sous-estimez jamais les gens discrets dans la pièce.